Donc nous allons accueillir Brigitte Senu, donc, qui est professeure au Musée national d'histoire naturelle ici à Paris, et qui est donc l'une des héritières du professeur Coppens, qui était très proche de lui, et ils ont travaillé ensemble pendant 47 ans. Donc merci Brigitte donc, pour cette présentation donc, sur l'origine des australopithèques. Merci. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Je ne parlerai pas des australopithèques, je vais vous parler de ce qu'il y a avant et surtout vous parler plutôt des environnements et des scénarios possibles pour expliquer l'origine des tout premiers hominidés et des australopithèques. Alors, une chose, d'abord, un hommage à Coppens. Coppens était un homme de terrain, bien sûr, dans sa jeunesse, un peu moins quand il est pris un peu d'âge. Mais cette photo m'a été confiée par Raymond de Bottefille et tirée de son livre sur les pas de Lucie, que je vous recommande, c'est un excellent livre. Et surtout, ça montre bien l'homme de terrain, et c'est pour nous fondamental dans notre discipline. Si vous ne faites pas de terrain, vous perdez une information extraordinaire. Donc ici, il est avec son patron, son mentor, Camille Arambourg, qui était professeur au muséum également. Et bien qu'il ait été à l'époque un spécialiste des proboscidiens, après la découverte de la mandibule du Paraustralopithecus ethiopicus, il a été, j'allais dire, mordu en quelque sorte par l'étude de l'homme et de l'homme fossile. Et du coup, on le connaît beaucoup plus par ses travaux sur les hominidés, en tout cas dans le grand public, que par ses travaux de biostratigraphie et sur les environnements. Alors, c'est avant tout un paléontologue et un biostratigraphe. Et c'est quand même le premier qui a fait, alors d'abord avec Jean Chavaillon, à qui on peut rendre hommage aujourd'hui, également, qu'il a fait la première stratigraphie de l'Éthiopie, enfin de l'Homo, pardon, pas de l'Éthiopie. Et plus tard, en 1972, il va proposer sa première biostratigraphie qu'il va réviser en 1975. Et vous verrez donc à gauche que sur cette biostratigraphie, vous avez à la fois les corrélations phoniques et les espèces humaines, parce qu'il s'intéressait non seulement à l'évolution de l'homme, mais de sa culture et des environnements. Et en tant que paléontologue, il a beaucoup utilisé la biostratigraphie, qui est encore quelque chose de fondamental aujourd'hui. Et souvent, quand il y a des distorsions entre des âges radiométriques et la paléontologie, eh bien, la paléontologie a un apport non négligeable. C'est quelqu'un qui s'est nourri donc de la pluridisciplinarité grâce à Camille Arambourg et Francis Clark Howell, qui on peut rendre hommage aussi aujourd'hui, et notamment grâce aux travaux de la vallée de l'Homo. Et ces travaux qui ont rassemblé plusieurs dizaines de chercheurs, paléontologues, préhistoriens et autres, a donné lieu à un colloque qui était un de mes premiers colloques en 1982, quand j'étais jeune et dynamique, sur l'environnement des hominidés au Pléistocène, qui était un colloque de la Fondation Singer-Polignac. Et là où les collègues sont venus exprimer tout ce qu'on connaissait sur les faunes et les flores, et qui montrait aussi des variations importantes dans les climats, dans les végétations. Et ça reste une bible, j'allais dire, pour le paléontologue d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ce qu'on connaît moins de Coppens, c'est d'ailleurs très peu utilisé, c'est son travail, ce stratigraphe. Et il a défini deux nouveaux étages continentaux africains, c'est le Lotagamien et le Chungourien. Alors, l'Otogamien, qui était à l'époque pour lui du Pliocène inférieur, mais aujourd'hui qu'on met dans le Miocène supérieur, et le Chungourien, qui était du Pliocène supérieur. Alors, c'est des étages qui sont peu utilisés, mais qui mériteraient certainement d'être réutilisés dans des contextes bien précis. Me nourrissant moi-même de mon cher patron, j'ai beaucoup travaillé dans le Miocène, comme un certain nombre d'entre vous le savent, et je me suis intéressée à l'évolution des hominoïdes. Et ce n'est pas au hasard, c'est pour comprendre l'origine et l'émergence des hominidés ultérieurs. Et donc, après un certain nombre d'années, avec l'équipe, nous avons commencé à dépouiller les registres africains, puis européens et asiatiques, évidemment. Et je peux vous donner ce résumé, alors qui est très concis,
très court, ça mériterait des heures d'explication. Alors vous me permettrez de ne pas le faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps. En tout cas, si on regarde le Miocène inférieur, eh bien, on connaît des hominoïdes. Alors, ce sont les répartitions des hominoïdes au cours du temps. Et dans le Miocène inférieur, on en connaît en Égypte, en Afrique orientale, en Ouganda et au Kenya, et en Afrique du Sud. En Miocène moyen, on en connaît toujours en Afrique orientale. Ce sont des gisements très riches liés justement aux conditions de dépôt extrêmement particuliers du rift, ce qui fait que c'est beaucoup plus riche. On en connaît en Namibie. Et à cette époque-là, on voit passer les hominoïdes dans toute l'Eurasie. En fait, ils passent ici certainement et vont se répandre en Eurasie. Ceci est rendu possible par un phénomène biogéographique qui est lié à la montée de l'Afrique vers l'Eurasie, le contact de la plaque africaine avec l'Eurasie. Donc, passage possible, mais pas seulement dans un sens. Il y a eu des échanges phoniques du nord vers le sud, de l'est vers le sud, et tout ça a fait de vrais mélanges. Et enfin, au Miocène supérieur, où on voit toute la richesse du monde eurasiatique a tendance à diminuer, alors qu'en Afrique, il y a très peu de choses connues, mais très peu de choses ne veut pas dire rien. Il y a des choses de connues en Afrique. Alors, ceci s'explique aussi par un autre phénomène qui est un phénomène plutôt climatique, qui est très à la mode aujourd'hui, puisque l'Afrique était tropicale au Miocène inférieur. Or, les hominoïdes représentés aujourd'hui par les grands singes et l'homme, en tout cas les grands singes sont des animaux tropicaux, et l'Afrique était tropicale à l'époque. Donc, les hominoïdes s'y sont parfaitement sentis bien, j'allais dire. C'est pour ça certainement qu'on les retrouve du nord au sud de l'Afrique. Par contre, au Miocène moyen, la calotte antarctique, qui prend de l'ampleur, va avoir tendance à repousser vers le nord les ceintures climatiques. Et c'est ainsi que la zone tropicale se trouve décalée vers le nord. Et là, bingo, les hominoïdes qui étaient africains vont petit à petit passer vers l'Eurasie avec des climats favorables. Puis, vers 10 millions d'années environ, c'est la calotte arctique qui se met en place. Et à ce moment-là, phénomène inverse, il va y avoir une contrebalance, un contre-équilibre, et on va se retrouver dans des positions des tropiques, dans les positions qu'ils ont actuellement. Donc, la migration de ces hominoïdes, la dispersion, est donc un phénomène avant tout en grande partie climatique. Et quand on parle des changements climatiques aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Il y aura des dispersions humaines, il y aura des dispersions animales, et ça, c'est pas de nouveau, on le connaît depuis très longtemps. Alors, Coppens, quand on est dans le Miocène supérieur et le Pliocène, on va prendre les séries suivantes, eh bien, il y a eu une idée originale qui était la fameuse idée de l'histohistorie, qu'il a proposée en 81 et qu'il a modifiée en 86. Selon ce qu'il dit, eh bien, c'est qu'il prend conscience que tous les plus anciens hominidés, tels qu'on les appelait à l'époque, étaient dans le rift, et que finalement, leurs ancêtres qui étaient plus largement répandus, eh bien, finalement, se sont trouvés réduits au rift. Et le rift aurait joué un rôle de barrière. Et dans l'histoire de la paléontologie, souvent, on ne tient compte que de l'aspect géographique. Mais son hypothèse est à la fois chronologique et climatique, puisqu'il dit en 1981, il dit cette divergence s'est faite aux alentours de 7 millions d'années, et dans son papier de 1986 à l'Académie des sciences, il va descendre cet âge vers 10 millions d'années. Petite aparté, eh bien, ce sont des dates qui sont tout à fait cohérentes avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de positif dans l'hypothèse. Alors, par contre, ce qui est moins positif, c'est le côté géographique de l'histoire des hominidés, de l'origine, parce qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un lieu d'origine. Et il est certain que le rift a joué un rôle, je vais vous le montrer tout de suite, entre l'ouest et l'est, mais que finalement, c'est certainement pas le lieu d'origine des hominidés, ça peut être bien plus divers, et je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, faisant suite à l'histohistorie, il parle de l'Homo event, qui est lié aussi à un phénomène climatique et qui aujourd'hui reste tout à fait reconnu aujourd'hui.
Alors nous avons testé avec l'autorisation de Coppens, nous avons testé l'hypothèse et nous avons passé 27 mois dans cette région. Ah ben, excusez-moi, la flèche est mal placée, elle a remonté quand j'ai sauvegardé, je ne sais pas pourquoi, dans les gisements de Nkondo ici et de Nyaburugo dans la Toro Game Reserve. Et après 27 mois de terrain, nous avons montré au moins une chose, c'est qu'au départ, dans l'hypothèse, on disait qu'il y avait une grande forêt répandue de l'ouest à l'est de l'Afrique qui se trouvait coupée par le rift, et les hominoïdes qui auraient été largement répandus auraient été coupés, ceux restés à l'ouest se seraient transformés en gorilles et chimpanzés, et ceux de l'est seraient devenus des hommes. Sauf qu'on a commencé à découvrir dans la partie occidentale de l'Ouganda des niveaux arides avec des niveaux de gypse extrêmement importants. Ça veut dire qu'il y avait une aridification à l'époque dans cette région. Et en fait, si vous regardez la carte de l'Afrique aujourd'hui, alors il faut la mettre un petit peu à jour, il y a encore des choses à modifier, mais en gros, les régions qui sont aujourd'hui extrêmement humides étaient désertiques il y a à peu près 13 millions d'années, et alors qu'aujourd'hui, des zones qui sont arides étaient beaucoup plus végétées il y a 13 millions d'années. Donc il y a un changement au niveau du continent lui-même. Et avec Martin, on a commencé à enregistrer, on a regardé d'abord des choses qu'on a faites nous-mêmes, et puis on a regardé ce qui s'est fait par d'autres équipes, et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, et que même si vous avez un grand réchauffement, vous avez aussi des variations des humidités au sein de l'Afrique, vous avez un tas de variations, et que ce n'est pas aussi ciblé et tranché qu'on le pense, c'est beaucoup plus complexe que ça, et on n'a pas encore tout compris dans cette question. Donc il n'y a jamais eu de forêt continue de l'océan Atlantique à l'océan Indien, ça c'est clair. Et cet épisode aride a été mis en évidence aussi en Afrique australe. Et nous l'avons mis en évidence notamment dans le désert de Namib et en Afrique du Sud, où nous avons montré que vers 16-17 millions d'années et un peu plus, puisqu'on peut descendre jusqu'à 20 millions d'années, on avait un milieu tropical subhumide. Et puis en fait, vers 13-14 millions d'années, on a d'un seul coup des milieux beaucoup plus arides et la mise en place de déserts beaucoup plus importants. Donc en fait, il y a des variations environnementales qui sont enregistrées au cours du temps et dans les fossiles du Namib. Et ces fossiles ne sont pas n'importe quels, ce sont avant tout des œufs d'autruche fossiles que nous avons ici. Et nous avons pu dater les gisements parce que nous avions énormément de faune, de microfaune et même des faunes de grands mammifères. Donc nous avons pu définir une première échelle biostratigraphique, mais cerise sur le gâteau, c'est que cette échelle stratigraphique du sud de l'Afrique, on a pu la corréler avec l'Afrique orientale et l'Afrique centrale. Donc on commence aujourd'hui à avoir des vraies comparaisons entre l'Afrique orientale et l'Afrique australe. Et ça, c'est très important. Martin le disait tout à l'heure, les datations, il faut qu'elles soient claires. Eh bien, on commence à avoir des bons schémas. Alors, revenons rapidement sur l'ouest ougandais. Eh bien, dans l'ouest ougandais, on a trouvé dans des niveaux de 6 à 8 millions d'années, notamment des associations de fruits, une vingtaine d'essences d'arbres qui ont produit ces fruits. Et cette association de fruits, que l'on trouve à Nkondo aujourd'hui dans cette zone ici au nord de l'équateur, juste au nord de l'équateur, eh bien, elle existe, elle est présente aujourd'hui actuellement dans la forêt du Kasaï, du Nord Kasaï au Zaïre. Enfin, en RDC, pardon, pas le Zaïre. Le Zaïre, c'était quand je travaillais sur place. Donc, ça veut dire qu'il y a bien eu une migration de certaines ceintures tropicales vers le nord. Et ça nous a donc montré que la région du rift occidental à 6 millions à 8 millions d'années était extrêmement humide. C'est une forêt équatoriale humide. Si on compare les gisements de l'ouest ougandais à ceux où nous avons trouvé aurorine dans le rift oriental, on est à quasiment même latitude, mais là, même si c'est humide, c'est surtout plus sec qu'à l'ouest. Donc le rift a joué un rôle entre l'ouest et l'est. L'ouest reste beaucoup plus humide et l'est un peu plus sec, tout en étant un peu humide. Donc il y a deux phénomènes qui se superposent, un phénomène global à l'échelle du globe, et un phénomène plus local lié au rift. D'où la difficulté de faire émerger des idées beaucoup plus claires.
Alors, un peu plus tard, vers 2-3 millions d'années, là où, à l'époque, on va voir apparaître plus ou moins les premiers homos, eh bien, le rift occidental devient beaucoup plus sec avec les borassus. Et on a trouvé des fruits de borassus, qui est aujourd'hui ce palmier de savane bien répandu dans la région. Alors, est-ce que c'est... oui, c'est pas l'aller-retour en anglais, c'est Back to Africa, je l'ai vu tout à l'heure dans ta diapo, merci. Dans ces histoires de migration, il y a deux choses qui jouent. Il y a je vous ai dit tout à l'heure la paléogéographie, mais aussi si on regarde la carte de l'Ancien Monde à la fin du Miocène supérieur, on s'aperçoit, enfin au Miocène supérieur, on s'aperçoit que la plupart des fossiles sont au sud de l'Eurasie. On les a ici au Tchad et on en a en Afrique orientale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hypothèse de Begun, les hominoïdes ont migré hors d'Afrique, se sont répandus en Europe et en Asie et seraient revenus sous forme d'hominidés. Le problème de son hypothèse, publiée celle-là en 2003, mais il y est revenu en 2012, c'est qu'il met très peu de sites en Afrique. Et quand j'ai repris son hypothèse et replacé les sites, on s'aperçoit que l'Afrique était beaucoup plus riche en sites fossilifères qu'il ne le disait. Alors évidemment, si on n'a plus de sites, on n'a plus de fossiles, mais nous, il avait tout simplement oublié toute une partie des sites fossilifères. Donc là, ça nous donne déjà des idées sur l'avenir. Alors, ce qui m'a permis d'émettre l'hypothèse il y a quelques années, puisque c'était en 2011 ou 2012, je crois, de dire que finalement, l'origine de l'homme, elle est certainement non pas dans une zone géographique, mais dans une zone climatique, entre le sud de l'Eurasie et probablement plutôt le sud de l'Europe d'ailleurs, et l'Afrique jusqu'au nord de la Namibie environ. Donc on a toutes ces zones à prospecter et vous voyez qu'on a très peu de données actuellement. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire en Afrique. Malheureusement, un certain nombre de ces pays sont actuellement géopolitiquement sensibles. Alors, continuons avec l'aide du Collège de France, puisque tous ces travaux ont été faits et largement financés par le Collège de France grâce à Yves Coppens. Aurorine tugenensis, je ne vais pas en parler beaucoup, Martin en a parlé, mais je voulais juste te montrer cette photo pour rappeler une chose, c'est que Coppens a toujours cru à la fameuse dent de Lucaino, et quand on lui a dit qu'on avait une invitation pour partir en Kenya, du gouvernement kényan, il a été tout à fait partant, et c'est grâce à lui que je peux vous en parler aujourd'hui, que Martin a pu vous en parler, parce qu'il a été tout à fait positif sur ce projet. Juste pour vous montrer deux choses, en fait, ce n'est pas pour vous parler d'Aurorine, mais surtout vous parler des environnements. Et que ces environnements, l'environnement d'Aurorine, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce n'est pas un environnement sec de savane, c'est un environnement de forêt sèche, forêt toujours verte, une forêt sempervirente sèche, mais sempervirente sèche avec des points très humides, comme le montrent ces feuilles ici, qui a une pointe d'égoutture très longue. Ce sont des feuilles qui font près de 20 cm, ce ne sont pas des petites feuilles d'acacia, ça n'a rien à voir. Et donc sur cette longueur, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus humides que la forêt sempervirente sèche, qui est verte toute l'année. On a une dominance des impalas et des colobes, donc les arbres sont là. Et ce qui va m'amener ici à vous parler... ah oui, alors j'allais oublier. Il y a des marécages avec des papyrus en bordure de marécage, assez classique au bord de ces lacs de rift. Et les prairies boisées sont relativement peu représentées. Il y en a quelques-unes. On a des hipparions, on a quelques animaux qui courent librement, j'allais dire, mais elles sont peu représentées dans notre environnement. Enfin, juste pour vous rappeler une chose, c'est que les adaptations arboricoles, on les voit beaucoup dans les squelettes d'Australopithèques. Vous avez les Africanus en Afrique du Sud, vous avez le Sterkfontein, le nouveau matériel de Sterkfontein du membre 4, Ardipithèque, bon, ce n'est pas un Australopithèque, mais c'est quand même un hominidé, peut-être, parce que j'y crois pas, mais il a été publié comme ça. Le squelette de Sterkfontein, et puis vous avez d'autres, Lucie bien évidemment. Merci à Don de m'avoir confié cette photo il y a des années, je l'ai utilisée encore. Et la reconstitution de l'environnement qui a été faite par Daniel Lavina dans notre laboratoire il y a un certain nombre d'années maintenant.
Lucie n'a pas vécu dans une savane sèche et les australopithèques n'ont pas vécu dans une savane sèche, ils ont vécu dans un milieu un peu plus foresté, un peu plus végété. Alors ça, on le voit dans les aplatissements de face, on le voit dans le squelette. Et quand on regarde le Miocène, on dit très souvent que la face plate, c'est un caractère humain qu'on va trouver chez les hommes fossiles. Ben non, dans le Miocène, il y a plein d'hominoïdes qui n'ont pas de face prognate, qui ont des faces aplaties. Et c'est plutôt un caractère d'adaptation à l'arboricolie plutôt qu'un caractère d'hominidé, d'où les problèmes qu'il y a eu pendant des années. Enfin, l'arbre est certainement un facteur d'évolution. On parle toujours de l'apparition de l'homme dans des prairies boisées, des woodlands en anglais, mais une prairie boisée, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas un type, c'est une multitude, c'est un monde, c'est vraiment quelque chose de très diversifié. Et je vous ai mis ici quelques exemples de ces prairies boisées ou de ces bushlands, ou woodlands, comme on dit. Et il y en a un type qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les myombos. Parce que dans ces myombos, les arbres ont un certain nombre, sont des calibrages assez précis, ils sont assez hauts et verticaux, j'allais dire. Ils peuvent être plus ou moins hauts, mais toujours verticaux. Et les arbres sont assez éloignés les uns des autres. Donc si vous avez un hominoïde qui grimpe dans il faut un moment pour passer d'un arbre à l'autre qu'il puisse descendre au sol. Et donc, au sol, il peut être sur 4 pattes ou sur 2 pattes. Mais vu que son squelette est déjà, je dirais, adapté à un grimpé vertical, là je vais assez vite, eh bien au sol, il n'y avait pas de raison qu'il se remette à 4 pattes. Ça, c'est vraiment le problème. Alors voilà, les myombos, on les connaît, je vous ai mis ici en anglais pour mes collègues anglophones. Ce sont des prairies avec des prédominances d'essence à support vertical. Et c'est des arbres qui peuvent avoir de 15 à 18 mètres jusqu'à 8-12 mètres. Et l'hypothèse de ces myombos dans l'origine de l'homme ne sont pas récentes, puisque Moore, en 1992, l'avait déjà proposé pour expliquer l'origine de l'homme. Alors, ce qui est intéressant, ça, c'est la répartition des myombos actuels. En gros, il y en a, ça s'étend peut-être un peu plus ici. Mais Raymond de Bonnefille a publié un papier en 2010 montrant qu'ils avaient pu être présents en Éthiopie. Donc, ça veut dire que dans le passé, ils étaient beaucoup plus vers le nord. Alors, pour terminer, en quelques diapos, je vais essayer d'aller vite, juste pour vous montrer les données récentes pour comprendre l'origine des hominidés. Alors d'abord, le Paléogène, ça paraît très loin, parce que là, on est aux alentours de 45 millions d'années, mais quand même, on a les premiers simiiformes qu'on a trouvés en Namibie, dans les sites de silica, enfin plusieurs sites, plusieurs primates, dont un simiiforme trouvé dans le site de Silicanov. Et ça, c'est important, parce que qu'est-ce que sont devenus ces simiiformes après ? Est-ce qu'ils ont donné naissance à des hominoïdes? Est-ce qu'ils ont donné naissance à des cercopithécoïdes? On ne sait rien, puisqu'on n'a qu'une prémolaire. C'est tout ce que l'on a. Et on n'a pas les suites de la stratigraphie. Ensuite, on a trouvé, nous, dans le Myopliocène des Toshapan en Namibie, les premières faunes du Miocène supérieur, Pliocène, Myopliocène, et des faunes un peu plus récentes, équivalentes aux âges des australopithèques. Et ça, c'est la première fois qu'on les trouve dans la région. Donc, ce sont des choses potentiellement intéressantes. Enfin, dans le West Nile en Ouganda, on a trouvé également les premières faunes du Myopliocène de la région. Ce qui veut dire... Et alors, dernière chose, Martin vous a parlé brièvement du Niger. Voici le proto-chimpanzé du Niger. Et dans les dunes fossiles du désert de Namib, nous avons trouvé les premières hyènes de 4 millions d'années environ. Donc on a des gisements potentiels au fin fond du désert. Vous voyez, les gisements ne sont pas très grands, mais ils sont là. Les dernières nouvelles des hominoïdes, eh bien, dans l'Afrique du Sud, on a la pièce de Rescope, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la carte générale. Les hominoïdes de Namibie, on connaissait déjà Otavipithèque, trouvé en 92. En 91, publié en 92. Et à la demande des collègues namibiens, nous avons relancé le programme. Et l'année dernière, nous avons trouvé d'autres restes d'Otavipithèque, mais surtout une dent de Kenyapithèque. Et cette dent de Kenyapithèque est très intéressante. C'est le premier lien qu'on a officiel entre l'Afrique australe et l'Afrique orientale pour les hominoïdes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on espère qu'on va en trouver d'autres. Voilà.
Enfin, pour terminer, bien juste pour vous montrer qu'on a des choses nouvelles dans des régions où rien n'était connu. Alors, au niveau âge, les niveaux myo-pliocènes récents, on a des niveaux à hominoïdes. Qu'est-ce que sont devenus ces hominoïdes? Les pièces de Rescope à 17 millions d'années en Afrique du Sud, est-ce qu'ils ont donné naissance à d'autres hominoïdes, à des hominidés? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a eu évolution locale, évolution vers l'Afrique orientale et dispersion? Vous voyez qu'on sait plus de choses, on sait de moins en moins de choses, plus on avance dans les découvertes. En tout cas, il faut remplir la carte de l'Afrique, ça c'est clair. Enfin, la dernière diapo, c'est tiré d'une interview de Coppens de 2018 et qui nous dit n'ayez jamais peur de la science c'est le savoir, et le savoir c'est la liberté. Eh bien, cette liberté, il nous l'a donnée en tant que scientifique et je voudrais le remercier profondément ici. Il a toujours montré sa grande ouverture d'esprit, il n'a jamais imposé ses vues à ses étudiants, il n'a jamais imposé de mettre son nom sur mes papiers, parce qu'il sait que la science doit être avant tout échangée, discutée, et c'est une confrontation d'idées. Et dans ces échanges, il y avait toujours cette élégance qu'il avait dans la science, bien sûr, mais dans la vie également. J'ai partagé 47 ans de ma vie avec lui, de ma vie professionnelle, hein, s'entend bien évidemment. Et il se nourrissait de la science, il s'est nourri de la science, il était heureux dans la science. Moi, j'ai perdu un patron, un collègue, un ami, mais c'était un privilège de travailler avec lui. Merci.